Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est François Denis, le directeur général France de Geotab, leader mondial de la télématique, plus de 3 200 000 véhicules connectés. On va voir comment ces solutions permettent de réduire leur consommation énergétique. Ensuite, je vous propose un gros plan sur Apicil, groupe français de protection sociale qui engage ses collaborateurs dans la cause environnementale, notamment dans le cadre du grand défi des entreprises pour la planète. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrez Moonbikes et ses scooters des neiges électriques ultra légers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour François Denis. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le directeur général France de Geotab, géant des objets connectés, de la télématique. Tiens, un peu de pédagogie pour commencer. Quand on parle de télématique, de quoi on parle ? Alors, quand on parle de télématique, on parle de connecter les véhicules à Internet. On va pouvoir connecter tous les types de véhicules, le véhicule léger, le véhicule utilitaire, beaucoup de véhicules utilitaires, le poids lourd, mais aussi les engins de chantier, les cars, les bus, en fait tout ce qui roule un petit peu. Et on va donc les connecter à Internet avec un boîtier qu'on va brancher dans le véhicule. Alors, chez Geotab, la société que je dirige en France, on le branche dans la prise OBD du véhicule. C'est quoi la prise OBD ? On-board diagnostic, c'est-à-dire c'est la prise de diagnostic du véhicule tout simplement. Ça permet d'alimenter aussi ce boîtier. Et le boîtier va remonter 3 types de données en fait. La première catégorie, c'est les données du véhicule lui-même. Donc on va se brancher sur le CAN bus du véhicule, c'est l'ordinateur de bord du véhicule. On va remonter toutes les données du type le kilométrage, la consommation, tout ce qui concerne les codes de panne. On va véritablement voir à distance quels sont les voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Donc tout finalement ce qui concerne le véhicule lui-même. La deuxième catégorie, c'est ce qui concerne le comportement du conducteur au volant. Il y a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier, et on va pouvoir savoir si le conducteur accélère trop fort, freine trop brusquement. Plus ou moins nerveux dans sa conduite. Exactement. Ça a un gros impact sur la consommation. Et puis, ça a un gros impact sur l'accidentologie aussi. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis, la troisième catégorie de données qu'on va remonter, c'est tout ce qui peut se brancher sur le boîtier. Il y a une prise sur le boîtier. Le boîtier va servir avec sa carte SIM de hub pour remonter les données. Donc, on peut rajouter des choses sur le boîtier. Exactement. Tout type de choses. Ça peut être la caméra qui peut permettre de filmer la route. Ça permet de reconstituer les accidents, des choses comme ça. Donc c'est pour la sécurité, c'est très important. On peut filmer aussi à l'intérieur du véhicule pour pouvoir vérifier si le chauffeur n'est pas en train de s'endormir, etc. et lancer des alertes. Donc ça va être tout ce qui peut se brancher dans le domaine du transport de marchandises, le chronotachygraphe, qui est cette boîte noire dans le transport routier de marchandises pour respecter les horaires de conduite, etc. Ça peut être la chaîne du froid, c'est-à-dire tout ce qui concerne changer la température du frigo à distance, etc. Puis il y a une quatrième catégorie, je cite plutôt en dernier, qui est la géolocalisation. Tout le monde pense géolocalisation quand on pense télématique, mais en réalité, je cite en dernier parce que ce n'est pas obligatoire. Dans certaines entreprises, on peut choisir de ne pas géolocaliser les véhicules. Oui, parce que ça peut être perçu comme une sorte de surveillance ou de flicage de la part de certains salariés. Exactement, et c'est pour ça que la CNIL en France est très très stricte sur le sujet. Elle recommande véritablement de mettre un switch vie privée, c'est-à-dire la possibilité, quand on utilise le véhicule à titre privé, de ne plus être géolocalisé si on le souhaite. Quelques chiffres sur Geotab, 40 000 clients dans 150 pays, 3,2 millions de véhicules connectés, je disais ça en titre. Ça représente 55 milliards de données collectées par jour. Tiens, si on fait un zoom sur le comportement des conducteurs, vous disiez conducteur nerveux ou pas, enfin nerveux c'est moi qui avais employé l'adjectif, ça a des conséquences en termes de consommation par exemple. Vous l'avez modélisé, j'imagine, ça représente quoi les différences ? Tout à fait. On a mesuré, 3,2 millions d'unités dans le monde, ça représente beaucoup de volume, donc on est parfaitement capable d'identifier sur une flotte moyenne quelle est la différence de consommation constatée entre le conducteur qui est le plus économe et celui qui consomme le plus. C'est combien ? 35%. 35% seulement sur le comportement. Juste sur la consommation. Après, encore une fois, il y a d'autres sujets tels que l'accidentologie dont on parlait, qui est énorme parce que ça a un impact humain, bien sûr. Ça peut être des morts. On a calculé qu'on avait effectivement réduit l'accidentologie de façon très importante grâce à la télématique, mais ça a aussi un impact, bien sûr, au-delà du côté humain. Ça a un impact sur les réparations du véhicule, les arrêts de travail. Enfin, ça a un coût énorme
les accidents. Alors, sur la consommation liée au comportement d'un conducteur, on voit bien les économies en termes de carburant et donc en impact carbone que ça peut représenter pour une entreprise qui a une flotte de véhicules équipés de boîtiers Geotab. Mais d'une manière générale, comment vous accompagnez les entreprises qui cherchent à améliorer leur bilan carbone ? Alors, il y a différentes façons de le faire. La première, effectivement, c'est de les aider à réduire la consommation quand ce sont des véhicules thermiques. Oui. La consommation, ça va être ce qu'on appelle le idling en anglais, qui signifie en fait laisser le moteur tourner quand le véhicule est à l'arrêt. Donc ça, vous le détectez. C'est énorme. Ouais. Les conséquences sont énormes. C'est-à-dire qu'en termes de consommation, il y a beaucoup de mauvaises raisons de laisser le moteur allumé. Ouais. Il fait froid, le chauffage reste allumé. Il fait chaud, la clim reste allumée, etc. Mais si on le mesure et qu'on empêche effectivement de continuer cette pratique, on peut économiser jusqu'à 12% de carburant, ce qui est énorme. Ouais. Juste sur ce sujet-là. Après, il y a tout un tas de sujets qu'on remonte. C'est-à-dire que, comme je vous disais qu'on a tous les codes de panne, on a aussi les codes de défaut. Les codes de défaut, ça va être des pneus sous-gonflés. On le sait, ça a un impact énorme lorsqu'on roule avec des pneus sous-gonflés. Alors, on risque l'éclatement, bien sûr, c'est un danger important, mais aussi en termes de consommation. En fait, véritablement, quand on peut remonter aussi tout ce qui concerne le comportement du conducteur, comme on peut vérifier comment il se comporte, on peut aussi décider de l'envoyer en stage d'éco-conduite. Oui, il y a des programmes de formation, évidemment, dans les entreprises. Alors, donc ça, c'est sur le thermique. Ensuite, il y a la question du passage à une flotte de véhicules électriques, j'imagine. Alors, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment, je dirais, le deuxième gros axe, c'est véritablement d'aider les entreprises à passer à l'électrique. Alors là-dessus, la télématique est extrêmement, extrêmement utile. Parce qu'en fait, quand vous avez des boîtiers de télématique dans les véhicules thermiques, vous allez pouvoir connaître très précisément leur usage. Donc, vous savez combien de kilomètres ils vont parcourir par jour, vous savez combien de temps ils vont être à l'arrêt, ce sera demain les temps de recharge. Donc vous pouvez précisément identifier comment est utilisé le véhicule. Et en face de ça, vous allez pouvoir, alors nous Geotab, on va proposer précisément des véhicules électriques pas basés sur le WLTP ou les kilométrages standards, mais sur des kilométrages véritablement constatés. Et on va pouvoir précisément dire au gestionnaire de flotte ou à l'entreprise, en face de tel véhicule thermique, vous pouvez véritablement dès aujourd'hui... Voilà le modèle qu'il faut acheter. Voilà les 2-3 modèles que vous pouvez mettre en face, ça ne changera pas votre usage. On a fait une étude qu'on a sortie en septembre dernier qui montrait que 50% des flottes, des véhicules de flotte en France aujourd'hui peuvent passer à l'électrique sans changer leur usage et avec un gain financier important. Alors en l'occurrence, on l'a calculé sur les 7 ans, sur 7 ans de vie d'un véhicule, ce sera 8 600 € d'économie et c'est sans compter toutes les aides de l'État. Parce que comme on avait fait l'étude au niveau européen, on a voulu aligner les choses et donc on n'a pas pris donc en France, ça peut être encore plus intéressant. Plus que ça en France, vous le savez. Mais ce modèle-là, il tient avec la hausse des prix de l'électricité ? Parce que bon, il y a une hausse de prix des carburants, ça d'accord, mais il y a aussi une hausse des prix de l'électricité. C'est une étude qui a été publiée donc en septembre dernier là, en France et qui tenait compte des 12 mois précédents. D'accord. Donc effectivement, là, il y a peut-être une petite différence avec l'augmentation d'électricité, mais de l'autre côté, ce gain est encore plus important du fait de l'augmentation qui est encore plus importante du coût du carburant. Est-ce que c'est forcément encore plus élevé en réalité. Bien sûr. Est-ce que c'est forcément une bascule vers l'électrique ou alors est-ce que vous pouvez même conseiller d'autres types de motorisation ? Je sais pas, je vais penser à l'hydrogène ou au biogaz, etc. En fonction du poids du véhicule qui est équipé. Alors tout à fait. On propose aussi encore aujourd'hui de l'hybride rechargeable, le PHEV. Pourquoi vous dites encore aujourd'hui ? Parce qu'en fait, en réalité, tous les gestionnaires de flotte avec lesquels on discute commencent à revenir. C'est-à-dire sur ce sujet, dans le sens où ils se sont rendus compte que les véhicules sont beaucoup plus lourds, souvent un peu moins motorisés, donc consomment davantage. Et en réalité... Et d'ailleurs, les leasers le disent, les sociétés de location longue durée, elles voient revenir des véhicules qui ont été gardés 4 ans par un collaborateur et le câble de recharge est encore dans son plastique dans le coffre. Ah oui, ils ne sont absolument pas servis comme une hybride. Pas du tout. Donc en fait, en réalité, à ce moment-là, quand on fait vraiment le bilan, et nous on est capable de le faire ce bilan, on se rend compte que véritablement les PHEV aujourd'hui sont des véhicules qui souvent consomment davantage et leur bilan carbone n'est pas aussi intéressant. Bon que celui qu'on avait rêvé. Donc vous êtes en train de déconseiller l'hybride rechargeable. Je ne suis pas en train de le déconseiller, je dis simplement que si... c'est ce que le retour d'usage vous dit, quoi. Si on n'a pas de télématique, on n'est pas capable de constater qu'il n'est pas rechargé. Parce que nous, on le sait qu'il n'est pas rechargé. Si on regarde un peu, si on se projette sur cette année 2023, quels enjeux vous voyez, quelles évolutions vous voyez ? Il y a celle-là dont vous venez de nous parler, le fait de peut-être se détourner petit à petit de l'hybride rechargeable. Il y en a d'autres ? Ah oui, il y en a une autre très forte. En fait, aujourd'hui, tous les gestionnaires de flotte dans les entreprises se posent la question de l'électrification, on vient de le dire. Et quand ils se posent la question de l'électrification, ils vont aller regarder l'usage de chacun de leurs véhicules. Grâce à la télématique, ils vont pouvoir le faire de façon très précise. Et ce dont ils se rendent compte très souvent, c'est que
un certain nombre de véhicules ne sont pas aussi utilisés qu'ils le pensaient. C'est-à-dire le taux d'usage, le taux d'utilisation du véhicule est beaucoup plus faible que prévu. À quoi ils pensent à ce moment-là? Tout naturellement, c'est à l'autopartage. C'est-à-dire, je vais partager ces véhicules entre différents collaborateurs. Je vais passer en multiconducteur. Et là, la télématique est extrêmement utile parce qu'en fait, elle propose, chez Geotab, on propose une solution qui s'appelle Keyless, qui est en fait la possibilité d'ouvrir un véhicule sans la clé. Donc l'autopartage est possible en échangeant des clés physiques, mais c'est toujours très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voir une boîte à clés quelque part dans le garage, mais c'est très compliqué. Avec le keyless qu'on va proposer avec la télématique, ça va permettre d'ouvrir le véhicule et de le refermer avec son smartphone, d'avoir sa réservation sur ce véhicule-là, de refacturer en interne à l'entreprise, précisément au département qui a utilisé le véhicule, le bon montant, de pouvoir savoir qui utilisait le véhicule à ce moment-là, s'il y a un PV ou quoi que ce soit. Voilà, de démarrer d'utiliser le véhicule sans clé. Il y a une autre évolution, et alors là, qui est peut-être un petit, on va dire, coup de frein, c'est la question des ZFE, des zones à faible émission dans les grandes villes françaises. Il y a plusieurs grandes villes qui ont annoncé l'entrée en vigueur des ZFE, et puis là, il y en a une, et non des moindres, c'est Lyon et sa métropole qui ont dit on va peut-être prendre un peu plus de temps pour y aller. Comment vous analysez ce recul, ce coup de frein ? On le sait tous, aujourd'hui, il faudrait remplacer aujourd'hui très rapidement des proportions importantes des flottes, notamment de véhicules utilitaires. On est très utile, nous, dans tout ce qui est livraison du dernier kilomètre en particulier. On n'imagine même plus, on travaille avec les grands du e-commerce, on n'imagine même plus de ne pas savoir où est le véhicule, parce que c'est le paquet derrière qui va arriver chez soi, etc. Donc on suit tout ça. Et on se rend bien compte que les véhicules utilitaires du dernier kilomètre sont en train de se passer à l'électrique progressivement, mais ça représente aujourd'hui, en fait, les échéances sont trop courtes. Et c'est la raison pour laquelle certaines villes comme Lyon reviennent un peu en arrière en se disant qu'il faudrait trop transformer cette flotte et les entreprises n'en sont pas forcément capables aujourd'hui malgré les aides. Oui, Lyon avec un maire écolo et la métropole de Lyon avec un président de métropole qui lui aussi était Europe Écologie Les Verts. Donc il y a une prise de conscience, on va dire que le calendrier tel qu'il était prévu était trop restreint. C'est exactement ce que je veux dire. Ouais, l'industrie ne peut pas suivre. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde objectivement, comme je le disais, dans l'étude qu'on a publiée, en fait, 50% des véhicules de flotte d'entreprise aujourd'hui en France peuvent passer à l'électrique, comme je le disais, sans encombre d'un point de vue technique et pour un montant financier intéressant, enfin une économie. Mais on a constaté que sur les véhicules utilitaires, c'était même 60%, parce que souvent les tournées ne sont pas si longues dans une journée, et donc on peut même passer 60% des véhicules utilitaires dans les flottes d'entreprises aujourd'hui à l'électrique. Merci beaucoup François Denis, c'était passionnant de découvrir l'usage de la télématique dans le cadre de la décarbonation des entreprises. À bientôt sur Bismart. On passe à notre Zoom quand Apicil s'engage dans le grand défi des entreprises pour la planète. Le Zoom de ce Smart Impact avec Damien Dubas, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur RSE du groupe Apicil. Quelques chiffres sur le groupe Apicil, 3,3 milliards de chiffre d'affaires, 2180 collaborateurs, 1 800 000 assurés protégés et plus de 51 500 entreprises accompagnées. Le métier d'Apicil, Damien Dubas, c'est la protection sociale avec quel service ? Quel métier ? On a plusieurs métiers. On exerce d'abord pour le compte de la Fédération Agir Carco la gestion des systèmes de retraite complémentaires. Et puis nous faisons de la santé et de la prévoyance, principalement pour assurer des entreprises pour couvrir leurs salariés. Et on a une grosse activité en épargne et services financiers, toujours dans ce lien avec la retraite, pour aider soit les salariés, soit les individus à préparer leur retraite avec de l'assurance vie et d'autres services financiers. Alors on va parler de l'engagement du groupe Apicil pour l'environnement, le climat, la biodiversité. Déjà, ça date de quand ? Alors ça date de 2019. En fait, Apicil est un groupe de protection sociale, on n'a pas d'actionnaire, on a été créé pour installer des systèmes de solidarité au bénéfice des salariés. Et puis on a cette vocation de toujours progresser dans cette responsabilité sociétale, et donc on s'est fait évaluer par une agence de notation extra-financière, Vigeo Eiris en l'occurrence, qui nous a souligné que sur le pilier environnement, les fameux piliers ESG, sur le pilier environnement, on ne faisait pas grand-chose. Et effectivement, on considérait, nous, dans notre activité d'assurance, qu'on avait peu d'impact. Et donc on a travaillé à partir de là en 2019 sur deux grandes priorités. Notre politique d'investissement, on est un investisseur institutionnel, donc en fonction de la manière dont on affecte les financements que
que l'on délivre, on a un impact finalement. Et en fait, on se rend compte que c'est un levier très important, le levier de la finance, évidemment. Il n'est pas facile à actionner parce que c'est très complexe, mais c'est un levier très puissant. Ouais. Et puis le deuxième élément, c'est de dire on a quand même des impacts directs sur l'environnement. C'est intéressant de voir quelle est l'ampleur de ces impacts. Alors on a voulu commencer d'abord, on parle environnement, mais on a d'abord voulu commencer sur le climat, l'émission de gaz à effet de serre, dont on s'est dit c'est peut-être celui-ci le plus facile pour commencer à travailler. Donc on a réalisé, suite à ça, un bilan carbone. Pas tellement pour avoir un chiffre précis, parce que c'est jamais exact un bilan carbone, mais au moins pour avoir les gros pavés et les gros puis pour lancer une trajectoire, c'est ça qui est intéressant. Exactement. Et donc quels engagements vous avez pris à la suite de ce bilan carbone? Quelles actions surtout? On a eu la chance d'exercer ce bilan carbone avec une start-up qui proposait un accompagnement à un groupe d'entreprises. On était une douzaine d'entreprises qui faisaient en même temps une réflexion sur le bilan, le calcul, comment je calcule, mais aussi quelles sont les actions possibles que je peux mettre en œuvre. Donc en même temps qu'on a réalisé notre bilan, donc on l'a fait en 2021, mais sur l'exercice 2019 plus que sur l'exercice 2020 qui était trop atypique. Et en même temps qu'on a fait ce bilan, on a fixé notre trajectoire de réduction de 25% de nos impacts entre 2019 et 2024. Et alors, il y a donc, on va prendre du temps pour détailler ça, cette volonté d'engager les collaborateurs, je disais plus de 2180 collaborateurs du groupe Apicil, avec notamment cette communauté climat. C'est quoi la communauté climat? Comment elle est née? Alors elle est née en fait suite à ce bilan. En fait. On a préparé le bilan, alors je l'ai présenté aux différentes instances, comité de direction, conseil d'administration, CSE, et à chaque fois j'avais des personnes qui m'interrogeaient en me disant mais vous nous présentez le bilan carbone, mais vous ne nous parlez pas, par exemple, je ne sais pas, des lumières, de l'éclairage. Et à chaque fois je leur dis regardez le bilan. Les gros postes chez nous, ils ne sont pas là. Ils sont sur les déplacements, sur l'énergie des bâtiments. Mais ces sujets-là, si on ne les traite pas, la personne en face se dit, mais en fait, il me dit qu'il veut traiter l'environnement, mais il ne traite pas le sujet qui, pour moi, est sensible. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un socle de connaissances communes au sein d'une entreprise pour que tout le monde tire dans le même sens? Je ne suis pas sûr. En fait, je pense que chaque personne a sa propre sensibilité. Il y a des sujets qui sont importants pour lui, même s'ils n'ont pas forcément un gros impact quand je prends une méthode qui est celle de l'ADEME, assez scientifique. Mais si je ne traite pas son sujet à lui, et concrètement, il aura l'impression qu'on n'est pas dedans. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette communauté, se dire finalement il y a des collaborateurs qui ont une sensibilité forte, pas tous, mais il y en a certains pour qui c'est très important, et on leur propose, on a fait un appel à candidature, on leur propose de venir travailler avec nous pour réfléchir sur les sujets qui pour eux sont importants et qu'on puisse finalement les accompagner pour porter ces sujets-là. Donc ça veut dire qu'ils deviennent ces collaborateurs de la communauté climat, à la fois une sorte de boîte à idées, c'est-à-dire ils peuvent faire des propositions, mais aussi un leader, c'est-à-dire ils vont entraîner un groupe autour d'eux, c'est ça? C'est exactement ça. Une boîte à idées et une boîte à idées qu'on accompagne. Moi je suis directeur de la stratégie, j'en profite, parce qu'on n'a pas de direction de la RSE, c'est la direction de la stratégie, parce que notre stratégie est faite pour servir la société. C'est encore mieux. Et donc, j'ai quand même, on va dire, je suis écouté quand j'apporte des sujets. Et c'est vrai qu'un collaborateur qui va faire une proposition, en général, il va voir le responsable de cette activité-là qui va lui dire c'est pas possible. Le premier réflexe, c'est pas possible. Donc voilà, essayer de donner du poids à ces propositions, qu'au moins elles soient analysées jusqu'au bout. Ça, c'est le premier rôle, collecter des idées et faire en sorte qu'elles avancent. Et puis le deuxième rôle, effectivement, c'est d'être un relais au sein de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et finalement, cette communauté d'une cinquantaine de référents climat, elle est présente dans toute l'entreprise et elle peut donc irriguer les actions que nous mettons en œuvre. Je le disais en titre, le groupe Apicil s'est engagé dans le grand défi des entreprises pour la planète. Pourquoi cette démarche et quel rôle vous jouez ? Alors, comme je l'exprimais au début, on a commencé par regarder notre politique d'investissement socialement responsable, nos impacts sur l'environnement direct. On a voulu commencer une démarche de sensibilisation, notamment au travers de cette communauté des référents climat. Et on s'est dit, le sujet de l'environnement est tellement essentiel, il fait peser une telle menace sur l'avenir de notre société et sur les solidarités notamment, que nous souhaitons nous engager en tant qu'entreprise pour que toutes les entreprises se posent des questions et prennent leur part
dans la trajectoire de réduction indispensable. Donc c'est cette notion d'engagement qui nous a amené à nous impliquer dans le grand défi des entreprises pour la planète. Oui. Donc qui est en fait une démarche qui a été montée en faisant un appel à candidature auprès d'un certain nombre d'entreprises représentatives du territoire, des secteurs d'activité, des différentes tailles. Et donc quand on nous a sollicité, on s'est dit oui, c'est une manière de s'engager. Ouais. Et on a reçu effectivement ici même Jérôme Cohen, qui est le porte-parole du grand défi, enfin co-organisateur et porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète. Donc il nous avait bien expliqué ça. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, maintenant, retour d'expérience, puisque il y a eu un gros travail collectif, il y a eu 100 propositions qui ont été faites. Maintenant, il faut transformer d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en retenez, vous ? Alors moi j'en retiens deux choses, c'est que quand nous avons sollicité, on avait une représentante au Grand Défi qui a sollicité l'ensemble des collaborateurs en s'appuyant sur les relais de la communauté climat. Donc ça remontait quand même un certain nombre d'idées, on en avait plus de 200 alors qu'on a trié pour que notre collaboratrice apporte une dizaine de propositions au Grand Défi, mais on a senti cet engagement. Donc ça c'est un premier point, c'est de se dire bah oui vraiment il y a une sensibilité des collaborateurs qui souhaitent accompagner l'entreprise dans cette démarche. Alors deuxième sujet, maintenant, c'est 100 propositions. Il faut qu'on les reprenne, qu'on les étudie dans le détail. On a commencé, il y en a certaines qu'on avait déjà mises en œuvre, mais il y en a d'autres qui sont des incitations. Et puis, des incitations pour nous à aller plus loin. Et puis, ça va être le moyen de parler avec nos clients, de parler avec notre écosystème, pour leur dire, bah voilà, ces propositions-là, nous, on a participé à leur élaboration, on est convaincus que ça a de l'intérêt, on vous les présente, on vous accompagne potentiellement pour essayer de les mettre en œuvre tous ensemble. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'entraîner aussi vos partenaires économiques au sens large, quand vous parlez d'écosystème. Exactement. Parce qu'il y en a qu'il faut convaincre encore aujourd'hui. Oui, il y en a. La démarche n'est pas si simple. Il y en a qu'il faut convaincre. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne se posent pas la question. Ça, c'est les premières. Et puis il y en a d'autres qui disent c'est trop compliqué ou je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a souvent beaucoup de méconnaissances. Ils savent qu'il y a un sujet à traiter, mais finalement, comment commencer ? Oui, ou il y a d'autres urgences en ce moment, et donc je vais pas m'occuper de ça. Ça peut être un discours qu'on entend. Je voudrais vous poser la question, parce qu'il y a un événement qui a quand même été important en ce début d'année, c'est l'annonce conjointe qui a été faite par le groupe Crédit Mutuel d'un côté et la Maïf de l'autre, de consacrer pour l'une 15% de ses bénéfices, pour l'autre 10% à, alors ça s'appelle dividende sociétal d'un côté, dividende écologique de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Parce que quand on écoute par exemple le président du groupe Crédit Mutuel, il dit il faut qu'il y ait 200 grandes entreprises françaises qui nous suivent et on finance la transformation. Alors, je pense que c'est une très bonne idée. Ça a beaucoup d'effets d'annonce. Et en fait, ma première pensée, c'est de me dire, vraiment, on n'est pas très bon chez Happy Shield parce que ça fait... On le fait déjà ? On consacre 20%, au moins 20% de nos résultats depuis l'origine de la création du groupe à des actions sociales et sociétales. Donc voilà, alors après, maintenant, cet effet d'entraînement est positif. Et c'est, je crois, quelque chose d'essentiel. Les entreprises doivent s'engager pour la société et le faire de plus en plus, et sur toutes les dimensions. On a beaucoup parlé environnement, mais je pense que tout est lié, et l'environnement, les progressions dans l'environnement ne seront possibles que si nous avons aussi des progressions dans le domaine social, dans l'inclusion, et faire en sorte que l'ensemble des citoyens aient de quoi finalement bien vivre, et après, effectivement, ils pourront prendre en compte les considérations environnementales. Merci beaucoup et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, et si on faisait du scooter des neiges électrique ? Smart Ideas avec Hervé Braun, le directeur général Europe de Moonbikes, qui est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour, bienvenue dans ce Smart Impact. Moonbikes, entreprise créée en 2018. Rappelez-nous le principe, c'est quoi l'idée de départ, votre métier ? Alors l'idée de départ, c'est une société qui a été créée par Nicolas Memeron, qui était un ancien ingénieur de Dacia Avation, qui voulait révolutionner la mobilité enneigée et qui a eu l'idée d'inventer le premier snowbike 100% électrique. Donc c'est quoi un snowbike ? C'est entre le vélo et le scooter des neiges, et avec comme caractéristique que ce véhicule est zéro émission, pèse moins de 80 kg, pas de fluide, limité à 42 km/h, donc vraiment dans l'air du temps et totalement responsable. Ils sont fabriqués où et comment ces scooters électriques ?
Alors, ils sont fabriqués dans l'usine de Bosch à Marigné, qui est entre Chamonix et Annecy, avec une particularité, c'est que dès le départ, on a privilégié les circuits courts, puisque 80% des pièces proviennent d'Europe, dont 70% en France. Voilà, donc c'est vraiment le symbole de la réindustrialisation d'une vallée qui s'appelle la vallée de l'Arve, avec notre partenaire Bosch. Donc c'est un partenariat industriel avec Bosch. Aujourd'hui, c'est quoi Moonbikes? Vous êtes vendu dans combien de pays? À quel point le déploiement de vos scooters des neiges électriques est réussi? C'est déjà de la vraie hypercroissance, puisqu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10 en 2 ans. On est présent dans 23 pays. Nicolas Muron, donc le fondateur, est parti vivre à Boulder dans le Colorado pour développer l'Amérique du Nord, puisque les États-Unis et le Canada sont un gros marché, et les autres gros marchés sont la Scandinavie, l'arc alpin, et on commence aussi à développer l'Asie avec une première présence au Japon. Et sur le marché, on a 2 marchés, le marché professionnel. Donc si on prend l'exemple de la France, le marché professionnel, c'est à la fois du petit utilitaire pour les stations de ski. Donc on est présent à Avoria, donc station de ski alpine, comme au Bras, station nordique, où ce qu'adorent les stations, c'est qu'ils ont tous un objectif de neutralité carbone à 3 ans. Donc Moonbike, c'est un peu le symbole de cette mobilité responsable. Et alors quand on parle, on va développer l'autre aspect après, mais si je reste sur cet aspect utilitaire, c'est quels usages? Typiquement, quand vous allez à Avoria en front de neige, vous avez les téléskis débutants. Et plutôt que de mettre un scooter des neiges thermiques gros qui coûte cher, ils ont préféré prendre des Moonbikes ultra légers, responsables. Et comme le disait récemment le responsable technique d'Avoria, le fait que ça soit silencieux, c'est typiquement ce que recherchent les stations de ski pour éviter les nuisances sonores sur le front de neige, et puis aussi responsable, parce que je vous le redis, c'est 0 émission par définition, puisque c'est électrique, et peu de traces sur la neige, puisque ça fait moins de 80 kg. Donc ça, c'est pour l'utilitaire. Ensuite, le deuxième usage, c'est quoi? C'est le loisir? Oui, le loisir. Alors, encore une fois, si on parle du marché français, mais je pourrais parler des 22 autres pays, typiquement, c'est le concept de Moonbike Spark qu'on a créé. C'est quoi un Moonbike Spark? C'est un circuit fermé accompagné où on donne la possibilité aux touristes de faire une randonnée donc, dans un circuit fermé Moonbikes pour utiliser ce produit ludique et responsable. Donc là, on le fait dans 17 stations en France. Vous venez d'en ouvrir 2 nouvelles, c'est ça? Oui, exactement. Une à Bessan et une autre à La Mongie qui marche très bien. Alors la Mongie, c'est vraiment le symbole de l'évolution des stations de ski, puisque c'est un exploitant à la fois de scooters thermiques qui a voulu développer une nouvelle activité plus responsable. Et Bessan, c'est la création d'une nouvelle activité où les personnes voulaient donner de l'attractivité à la station en développant des nouveaux usages. Ça évolue, c'est une technologie qui évolue, vont continuer d'innover? Oui, d'ailleurs c'est une technologie brevetée. Sans être trop technique, l'invention de Nicolas Muron, donc notre fondateur, c'est d'avoir pris un moteur roue et de le cranter, c'est-à-dire que c'est directement accroché à la chenille. En 2 mots, il n'y a pas de courroie pour les gens qui connaissent un vélo ou un scooter. C'est sans courroie, du coup, ça a moins de frottement, moins de dépenses énergétiques. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et pour vous dire, on est à ce jour la seule entreprise capable de produire plus de 1000 unités sur des snowbikes 100% électriques, et surtout d'être capable d'être présent dans 23 pays. Partout où il y a de la neige, il doit y avoir du Moonbikes, logiquement. Merci beaucoup, merci Hervé Braun. Je rappelle que vous êtes directeur général Europe de Moonbikes. Bon vent, bonne neige surtout, hein, on va dire ça. Merci, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. À demain, salut.